Maintenant, c'est au tour d'Alexandre. Donc, Alexandre Soriot est architecte SEO chez M6. Et donc, il va vous parler de quelles sont les méthodologies des SEO qui vont transpirer sur le reste des process de l'entreprise. Voilà, il va mieux le dire que moi. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On a parlé très bien e-commerce, on a parlé rentabilité. Je vais vous parler moi maintenant beaucoup plus de process. Pivoter certes par la rentabilité, pivoter aussi sur le point de départ du SEO, mais on va surtout parler de process. Moi, Alexandre Soriot, donc je travaille chez M6 Digital Services, anciennement appelé M6 Web. On fait partie d'un pôle diversification, en tout cas chez M6. On travaille donc sur beaucoup de sites web. On a voilà, des sites assez sympas, en tout cas dès qu'on parle d'audience. Maintenant, à l'échelle du groupe M6, même si on génère des millions et des millions de pages vues par mois, la rentabilité n'est pas forcément toujours très simple. Aujourd'hui, un éditeur de contenu vit majoritairement par de la page vue, par de la publicité. On est tout à fait conscient que l'expérience utilisateur, quand on vient sur un site internet de recettes de cuisine ou autre, on a 40 notifications à enlever, entre RGPD d'un côté, entre les push notifications, entre l'abonnement à la newsletter et toutes les publicités. Mais effectivement, nous, c'est notre côté web, en tout cas, c'est notre levier de monétisation. À l'inverse de la télévision, où quand on regarde voilà, la galaxie, on peut dire M6 et toutes ces marques connues, eux, ils ont un business model assez linéaire, assez simple. Des concurrents, certes, TF1, France Télévisions, Canal+, qui peuvent être challengés un petit peu avec les Netflix et compagnie, mais ils ont un business model finalement assez linéaire, pareil, toujours monétisé par de la publicité. Et pourquoi je vous présente aussi M6 dans sa globalité, c'est juste pour remettre en contexte en fait que certes, je travaille dans un grand groupe, certes, on est 2500 personnes, on génère 1,5 milliard de chiffre d'affaires, on génère 250 millions de rentabilité à l'année. Mais dans cet écosystème, en fait, moi, sur la partie web, en fait, on est un peu de diversification. On se doit d'être rentable. M6 est coté en bourse, donc forcément, si on est un peu de diversification et qu'on ne rapporte pas d'argent, M6 ne va pas forcément nous garder. Je vais vous parler, en tout cas, je vais m'appuyer sur un site qu'on a en interne, sur lequel je suis responsable SEO, qui est radar.com, qui est aujourd'hui un site de code promo, qui est un site historique, qui est un site qui est créé dans les années 2000, qui n'est pas très joli. On parle de la fourmi, l'info qui rapporte, voilà, donc quelque chose qui n'est pas forcément très vendeur. Ça, ce sont des screenshots du site, encore en 2015. Donc vous voyez, le site est quand même pas très très vendeur. Malgré tout, voilà, il a été créé dans les années 2000, ça commence par une simple personne dans son garage qui crée un forum autour de la radinaï. Tout le monde échange des bons plans, les échantillons gratuits, les sondages gratuits. Voilà. Ça marche bien, on peut dire comme ça, il est devenu l'expert du gratuit, il fait un petit peu d'affiliation à droite et à gauche, code promo, un peu de pub, un peu d'AdSense, mais voilà, le business ne décolle pas forcément, même s'il y a un réel marché. Puisque forcément, pouvoir d'achat, on va rentrer dans les débats chez les jaunes et compagnie, mais pouvoir d'achat, les prix affichés et ainsi de suite, il y a un vrai business en tout cas sur les prix, sur Internet et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le contexte du produit, c'est le contexte du marché. Aujourd'hui, quand on regardait à l'époque sur ce site, forcément, déjà esthétiquement, il n'est pas beau. Quand techniquement, on rentre en tout cas en dessous, bon, bah, on a un site qui a 15 ans d'âge, on a un site qui a été géré par plusieurs personnes, avec différentes techniques, avec un CMS d'un côté, avec plusieurs back-office de l'autre, rien qui s'interagit, donc vraiment une complexité énorme. Si vous avez besoin de mettre à jour quelque chose, bah, les mises en prod sont hyper douloureuses, vous mettez un mois pour mettre en prod et vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc c'est vraiment une grosse problématique quand on veut faire de la rentabilité et quand on sait également que nous, chez M6 en tout cas, certes, tous les ans, on doit apporter toujours notre même niveau de rentabilité. Donc on ne peut pas, si demain on apporte 5 millions, l'année suivante on doit aussi apporter 5 millions. On n'a pas le droit forcément c'est notre stratégie en interne, on ne va pas puiser en fait dans la marge qu'on va dégager pour générer de la croissance. Donc c'est aussi cette problématique et donc cette philosophie qu'on s'insuffle en interne, donc d'être vraiment très lean quand on ne peut pas effectivement investir massivement, mais sur la démarche très confortable, on se doit de trouver d'autres moyens effectivement pour apporter de la croissance. Et là, forcément, c'est pas très vendeur. C'est sûr qu'on a un socle technique qui est quand même assez difficile. Quand on rentre sur le projet, moi ça fait 3 ans et demi, 4 ans aujourd'hui que je suis chez M6.
Forcément, oui, on peut parler d'agilité. Moi, forcément, j'ai une grosse, je suis responsable SEO, donc voilà, les mises en prod continues et ainsi de suite, forcément, ça m'intéresse. Forcément, je vais apporter de la valeur ajoutée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des évolutions, c'est faire du test and learn. Donc, forcément, quand on a ce socle technique, c'est très compliqué. Et donc, voilà, tout au début, on rentre dans un process, on essaye de mettre en place des choses, il se passe un mois, 2 mois, 3 mois. Souvent, avec le SEO, voilà, on a des concurrents qui aussi s'activent, et donc, c'est des fois vraiment très compliqué. Conscient en fait de nos faiblesses, en tout cas il y a 3-4 ans, on fait des séminaires assez classiques comme on peut le faire dans certaines structures. Voilà, tout le monde se dit oui, bon, il y a un business model, ouais, ok, mais par contre il y a des grosses difficultés. Ça c'est juste une photo voilà, d'un atelier qu'on a fait ensemble, sur lequel on devait chacun apporter sa définition globalement d'une startup et comment essayer d'apporter de la croissance en ne visant pas forcément tout de suite de la rentabilité ainsi de suite, mais vraiment générer de la croissance. Donc bon, on va arriver tous à peu près à la même définition d'une startup, en tout cas à 80%, d'être lean, de générer de la croissance, d'être une innovation, d'avoir une bonne équipe, effectivement, ce sont des choses essentielles quand on veut chercher de la croissance et quand on se définit en tout cas comme une startup. Voilà, les mots à la mode, discuter, innovation, effectivement, sont des choses qu'on cherche, qu'on peut réfléchir, qu'on essaie de réfléchir chez nous. Maintenant, quand on est initialement un forum sur du gratuit, c'est que ça paraît très compliqué. Comme il n'y avait pas de process, en tout cas chez nous, on est parti sur des choses assez classiques, en tout cas, d'avoir une méthodologie Scrum. Voilà, c'est éprouvé, c'est utilisé depuis plusieurs années, en tout cas, de notre secteur d'activité. Voilà, on est parti sur des sprints classiques, on va dire, d'un mois. L'équipe était relativement jeune, Radiant.com, en fait, on tourne entre 15 et 20 personnes, en tout cas, sur le site, mais voilà, le site n'étant pas très intéressant à l'époque, techniquement, ainsi de suite, des business models, on avait pas mal de turnover. Donc, on a des difficultés à garder les compétences, à garder nos devs également, parce que c'est pas intéressant de travailler sur des choses qui sont vraiment pas terribles, donc ils s'en vont assez rapidement. Même s'il y a M6 au-dessus, quand vous avez des juniors effectivement qui sont assez technophiles, forcément ça ne les intéresse pas, ils s'en vont. Donc on a mis en place en fait un process assez classique de Scrum avec des itérations tous les 2 semaines, 3 semaines, un mois. On essaie de réduire pour mettre en prod le plus simplement possible. Après là-dessus, voilà, c'était très bien cette mise en place. On est resté à peu près 1 an et demi sur ce type de process. Ça permet de cadrer effectivement il y a un environnement qui est essentiel en fait pour réussir, c'est qu'on va se réunir en fait, on va créer notre backlog, donc forcément nos besoins, on aura nos meetings pour identifier en tout cas réellement sur lequel contrat on va se mettre d'accord, en tout cas avec l'équipe de dev qui va devoir délivrer en fait, les fonctionnalités souhaitées. Et puis eux ils rentrent dans leur tunnel pendant 2 semaines, 3 semaines, ils vont faire leur développement et puis ils vont nous livrer, on va tester, on va mettre en prod. C'est déjà du mieux par rapport à ce qu'on avait avant, parce qu'avant on n'avait pas du process. Voilà. Ça reste malgré tout d'un certain côté très lourd, pas forcément lead non plus complètement, mais au moins ça a le mérite de créer une cohésion d'équipe, de créer des réflexes, de créer des logiques, donc chacun parle à peu près le même langage. On est tous alignés sur le même business, on sait à peu près tous qui fait quoi dans la société, et du coup on travaille ensemble. Autre particularité, on est aussi, moi physiquement je suis basé à Lyon, une partie de mes collègues sont à Paris, une partie de mes collègues sont à Lille. Donc forcément, c'est aussi intéressant d'avoir quand même un cadrage assez important pour pouvoir avancer ensemble. Ça a très bien marché. Là, pour revenir un petit peu au SEO, c'est le début, en tout cas, de la partie SEO. Quand on a un site relativement passoire et vraiment difficile du point de vue SEO, une des philosophies qu'on a aussi par rapport à l'approche ligne, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui est essentiel, vraiment ce qui rapporte de l'audience, vraiment ce qui rapporte de l'argent, mais plus que de l'audience, déjà ce qui rapporte de l'argent en priorité. Donc ma philosophie en tout cas moi, c'est de couper tout ce qui ne sert clairement à rien. Donc oui, on avait une grosse communauté, on avait un gros forum, ouais, mais il rapportait rien. Il rapportait rien. Sur notre site, ça générait 300-400 000 pages. Bon, du jour au lendemain, on a décidé de couper. On a identifié les pages qui réellement pouvaient apporter un peu d'argent. On s'est rendu compte qu'il y en avait une petite partie sur notre site qui était des codes promo, donc dans l'affiliation e-commerce. Bon, on s'est dit, ça, il faut peut-être le garder, on va le travailler pleinement. Et ensuite, voilà, on avait des pages psycho, sexo, ainsi de suite, qu'on peut avoir à droite à gauche, sur des forums, sur d'autres, sur des articles, sur des médias, pareil. Il y a une monétisation dessus, de la publicité, mais finalement, ça rapporte pas forcément grand-chose. Donc, ne pas hésiter en fait de vraiment se concentrer sur l'essentiel et de dégager vraiment tout ce qui ne sert à rien. Loi de Pareto, se concentrer effectivement sur les 20% qui vont générer 80% de rentabilité. C'est là que les SEO, en tout cas,
rentre de façon essentielle, en tout cas de mon point de vue dans le process, c'est qu'on est un pure player. Donc notre cœur d'activité c'est le web, nos clients principaux aujourd'hui ils nous viennent quasiment que par Google. La communauté certes elle existait mais ne rapportait pas d'argent. Donc en fait la communauté, on s'est dit bon on la coupe, on avait une partie login, on avait des forums, on avait tout ça. On a coupé du jour au lendemain, puisqu'on n'arrivait pas forcément à la monétiser. Je dis c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a quand même préparé une vraie communauté, mais donc, on a quand même une grosse base en newsletter, pour le coup on arrive très bien à targeter, et qui nous rapporte encore aujourd'hui beaucoup d'argent. Donc la communauté sur le web en tant que telle, sur les sites web on l'a plus, mais on arrive en fait à générer pas mal d'audience, en tout cas avec notre emailing. Et donc voilà, le SEO au centre de ça est quand même très important. Je cherche les quick wins sur 3 mois, 6 mois pour déjà faire ma place, apporter ma légitimité. Mais un point qui est quand même assez important et que peut-être très peu de SEO font, c'est d'expliquer en permanence les actions que vous faites et le pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui se disent faire du SEO, qui font du SEO, il y a clairement en fait, c'est transparent. Il y a des gens qui disent en faire, qui n'en font pas forcément. Mais ce qui est important, c'est à chaque fois d'expliquer pourquoi, de se rapprocher des personnes. Nous, on est une équipe commerciale, donc se rapprocher d'eux, savoir effectivement pour eux quels sont les marchands, quels sont leurs cœurs d'activité, là où ils vont générer des primes. Donc si vous arrivez en SEO, vous leur expliquez les actions, que globalement vous avez la chance de mettre ça en place et que ça fonctionne, forcément vous allez être adoré en interne, puisque vous allez générer de l'audience, du business, et la personne elle aura ses primes et sera contente. Donc vous gagnez de la confiance. Donc c'est quelque chose qui est pour moi un point essentiel du métier de SEO. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce que je suis en interne, donc forcément je peux être au cœur de tous les process. Mais pour moi, c'est un levier très très important pour la réussite d'un projet, en tout cas la player. Et pareil, c'est de se concentrer, encore une fois, là où il y a de l'argent. C'est-à-dire que générer de l'audience pour générer de l'audience, pour être sur un gros mot-clé ou des choses comme ça, certes, les courbes analytiques peuvent s'affoler. Maintenant, si derrière ça ne génère pas du tout de revenus, encore une fois, c'est stérile, ça sert strictement à rien. Dans cette logique, on a pas mal supprimé. On avait, comme je disais, le site à une certaine période faisait 600 000 pages. Aujourd'hui, pour vous donner un titre d'exemple, 3 ans après, on en a plus de 3 000 sur notre site. Ne pas hésiter, pareil, à tout traquer à peu près partout. On a beaucoup d'équipes marketing qui peuvent mettre à peu près partout. Donc j'ai pris 2 exemples assez connus, c'est Discount et TLC, je pense qu'on a l'impression dans la salle, où forcément il y a souvent des gros acteurs, des grosses entités marketing en interne qui vont vouloir mettre en avant tous les produits partout en se disant on en met partout et ça va bien marcher. Le SEO a un autre problème par rapport à ça, c'est que les méga menus, c'est une horreur pour le SEO. On va pas forcément refaire toujours les débats, mais c'est une horreur pour le SEO parce qu'on dilue en tout cas le message. Quand vous êtes sur une page qui est thématisée, je ne sais pas, dans la puériculture, si à côté de ça vous avez plein de liens qui vont parler d'informatique et ainsi de suite, Google il va comprendre quoi sur la page. Donc le SEO, certes, il y a des choses qu'il veut couper, il y a des choses qu'il veut enlever, donc les méga menus, il veut les enlever. Voilà, maintenant il faut quand même encore une fois tout traquer, parce qu'il faut quand même se rapprocher de ce qui, encore une fois, ce qui rapporte de l'argent. Dans beaucoup de secteurs d'activité, le méga menu, moi personnellement tendance à dire qu'il ne sert à rien. Sur certains sites e-commerce, c'est pas forcément vrai, il apporte une certaine visibilité, et donc il est encore très important. Donc, avant de couper et ainsi de suite, bien mettre en place le tracking un peu près partout. Vous traquez les méga menus par exemple, et vous regardez s'il y a un usage. Il n'y a pas d'usage, vous coupez. Et souvent, ça se fait assez facilement. Les méga carousels avec des images, c'est pareil. Vous avez souvent des équipes marketing qui vont vouloir en mettre un peu partout sur la home pour vendre des nouveaux produits et catégories. Si c'est relativement mal fait, c'est catastrophe. Vous allez avoir des super grosses images avec un carousel, traquer quel emplacement est cliqué, quel emplacement est vu. Souvent, vous allez avoir des super belles images, elles vont faire tout de suite 300, 400, vous en avez fois 5, 6. Vous avez cliqué 2-3 mégas sur votre site, et en mobile, mon mobile, on n'avait pas la place. Donc, du coup, Responsive Design, on a fait un display name, sauf que ça a été mal géré. Et donc, du coup, l'internaute qui est sur mobile, il télécharge quand même les images, et ça rajoute de la hauteur. Donc vraiment, traquer un petit peu partout et enlever ce que vous pouvez enlever, ce qui vraiment n'est pas cœur de cible pour vous. Une des logiques, en tout cas, quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, l'humain coûte très très cher, effectivement, mais en tout cas, c'est l'intelligence. C'est de se concentrer, encore une fois, là, on a une valeur ajoutée, d'essayer de rentrer dans des process en fait, qu'on peut très facilement reproduire, très facilement automatiser. Mais dès lors qu'en fait, on fait un process une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout de la 3e fois, je pense qu'il faut quand même se poser des questions si on ne peut pas automatiser les choses. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui vont faire des rapports tous les mois, qui vont traiter des Excel, qui finalement vont faire toujours le même filtre, les mêmes choses. Demandez en interne si déjà vous avez les ressources, si c'est possible effectivement de l'automatiser, parce que je pense, et expliquer pourquoi vous en avez besoin, parce que je pense que si vous avez des devs effectivement en interne, ils seront contents de vous faire plaisir. Si vous expliquez que ça vous fait gagner du temps et de l'argent, je pense que les devs seront aussi contents de vous rendre service.
Maintenant, si vous avez effectivement la capacité d'avoir des devs pour faire ces traitements pour vous, il existe plein de solutions, en tout cas sur le web, qui peuvent tout à fait vous aider. Bon, il y a des plateformes un peu communautaires, Fiverr, 5 €, où on fait, voilà, vous pouvez demander un peu à tout le monde sur la partie communautaire, alors vous êtes sensible dedans, mais de générer du contenu pour vous, de générer des logos, de changer des designs, enfin ce genre de choses. Donc vous avez des gens sur lesquels c'est business, donc finalement ça ne vous coûte pas cher, hein, les 5 € par rapport à, vous prenez quelques personnes qui vont vous faire par rapport à vous si vous passez 2 heures, voilà, au niveau du salaire on s'y retrouve facilement. Vous avez des solutions logicielles que vous pouvez des fois faire vous-même, des solutions comme Zenoposter. Vous allez avec des solutions de drag and drop, si c'est des choses que vous faites sur un site internet ou ce genre de choses, vous allez enregistrer votre scénario et pouvoir les rejouer, les automatiser. Il y a des solutions aussi beaucoup plus techniques que vous pouvez donner à vos développeurs, type Puppet, Jenkins ou Casper.js. Et après, vous avez des plateformes un peu en SaaS, donc encore une fois un petit peu technique, mais vous avez Full Factory et Amazon Miniature, où en fait vous allez pouvoir, pareil, demander des micro-tâches. C'est-à-dire que vous allez payer à la consommation quelques centimes, mais si vous avez toujours des tâches à faire, là encore une fois, on est dans une logique web, donc si vous avez des recherches à faire, des clics à droite, à gauche, regarder des informations chez un concurrent, récupérer des choses, si vous êtes, voilà, dans du dropshipping ou vous avez un catalogue à qualifier, bah, vous récupérez des flux partout et comment vous vous différenciez des autres? Parce que le contenu, bah, c'est difficile à se différencier par rapport au contenu et ainsi de suite. Bon, bah voilà, une petite astuce que vous pouvez avoir, elle n'est pas loin en tout cas, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous prenez l'image, vous la partagez sur Amazon Miniature Full Factory et vous demandez aux gens en fait, de vous qualifier cette image. Est-ce que le t-shirt il est rouge, il est bleu, il est vert, le col, quelle forme il est? Et là, vous créez votre base de données à vous. Ça vous coûte quelques centimes à chaque fois par rapport à une image. Donc là, vous créez de la valeur ajoutée au final pour pas très cher. Vous pouvez automatiser, scaler à soi. Donc essayez de réfléchir effectivement à ce que vous pouvez faire en automatique, le déporter le plus possible en automatique. Et finalement, c'est des petits coûts, mais ça peut vous apporter des gros gains. Aujourd'hui, nous, finalement, on a décidé de se spécialiser chez Radar.com sur la partie affiliation e-commerce. Donc, on revient sur les codes promo, on est autour du e-commerce. On est sur la chaîne de valeur, effectivement, pour amener en fait à la transaction e-commerce. On est un des derniers leviers. Effectivement, on peut être considéré comme opportuniste, puisque quand les gens viennent chez nous, ils ont déjà le panier qui est ouvert chez le e-commerçant. Ils ont déjà la carte bleue qui est sortie, et la seule chose qu'ils veulent, c'est d'avoir un code promo pour payer 10 € moins cher, 5% de moins, avoir une livraison gratuite. Donc effectivement, dans ce modèle d'affiliate marketing, nous on est sur le dernier levier. C'est très bien pour nous en tout cas, parce qu'on peut biaiser pas mal de leviers pour nous, parce que la technologie est basée sur du cookie. Donc ceux qui vont être inspirationnels au début, qui vont faire du content marketing, poser des articles, essayer de séduire et tout ça, si à la fin, ce qu'ils vont faire typiquement d'affiliation avec Amazon, qui vont vendre des produits, si la personne elle vient, elle ouvre un onglet au moment où elle est dans son panier, elle tape code promo Amazon et qu'elle vient chez nous, bah, le cookie il est attribué au dernier, donc il est attribué chez nous. Donc ça c'est effectivement un très bon modèle qu'on avait identifié. Aujourd'hui ce modèle, qu'on peut voir, enfin les petits logos qu'on voit sur la gauche en tout cas, sont aujourd'hui tous mes concurrents. C'est-à-dire que des sites historiques autour du code promo, il y en a très peu, mais par contre on a tous les médias aujourd'hui qui sont face à nous. Donc là on a un secteur d'activité SEO qui est très concurrentiel, puisque voilà, on va se battre avec Le Monde, l'Express, le Figaro, même l'équipe, 1 minute. Voilà, si vous regardez un petit peu le modèle des codes promo, cherchez sur différents marchands, et du point de vue SEO, c'est pareil, on parle souvent de long tail et tout ça à aller chercher. Nous, c'est assez simple, hein. Dans le modèle du code promo, les gens tapent code promo pour ce nom de la marque. Il y a 1, 2, 3 déclinaisons, donc en fait, on se base sur un marché très concurrentiel et avec très peu de mots-clés. Donc vraiment, là, nous, on a très risqué, on est tout à fait d'accord, on a une acquisition qui est à 90% SEO, exclusivement SEO. Donc, quand on a la chance d'être premier, c'est très très bien. J'en reviens effectivement à notre process Scrum, ça a duré en interne pendant 1 an et demi, on a pas mal rationalisé, on enlevait voilà, tout ce qui ne servait à rien, on a pas mal automatisé, on se concentre sur vraiment ce qui est essentiel. Mais au bout d'un moment, pour ceux qui ont pratiqué en tout cas Scrum, malgré tout c'est très très lourd, parce que tous les mois, il faut se revoir, il faut discuter, il faut prioriser. Et il y a aussi un effet pervers que nous on a identifié, c'est par rapport à nos équipes de développement. C'est-à-dire que, en fait, quand on a des devs en interne, quand on est dans une méthodologie Scrum, derrière, ils ne sont pas acteurs du projet en fait, ils sont en SS2I interne. Tous les mois, ils ont leur contrat, ils doivent livrer. Et en fait, eux ont la pression pour pouvoir livrer en temps et en heure, mais derrière, ils ne sont pas acteurs du projet. Si on en revient à la définition d'une startup, très souvent on est une boîte qui est technophile, très souvent on est une boîte qui s'investit, on a des développeurs qui ont envie de s'investir. Dans une startup, là, quand on rentrait dans ce modèle Scrum, c'est souvent assez compliqué d'avoir des gens qui sont intéressés. Donc voilà, il faut fidéliser les gens.
Donc finalement, on a décidé voilà, de changer de méthodologie. On est plutôt parti sur une méthodologie Kanban parce qu'on avait cette volonté de délivrer toujours plus vite. Là, on a vraiment enlevé tous les intermédiaires. On est parti voilà, sur une méthodologie Kanban donc assez simple, globalement à peu près 3 colonnes, hein, to do, in progress et en prod, où globalement chez nous, bon, on est une petite équipe, on s'autogère, tout le monde se connaît, maintenant on est fidèles, on est là tous depuis au moins 3 ans, on sait où sont les priorités. Quand j'ai une demande, quand j'ai un besoin, je crée mes user stories, je les mets dans la to-do et elle est prise par les devs quand il le peut, quand il en a envie. Quand il y a du temps, on les agrège en faisant voilà, des petits lots et globalement ça arrive très rapidement en prod parce qu'on fait des micro-tâches. Mais au moins on peut délivrer 2-3 fois par semaine sans aucun problème, des fois plusieurs fois par jour. Donc on apporte au moins de la valeur ajoutée à chaque fois. C'est évite ce process justement qu'on pouvait avoir Scrum où il fallait anticiper. Nous, on est effectivement à côté du modèle, on est très proche du modèle e-commerce, donc toutes les opérations marketing autour de la Saint-Valentin, autour des soldes, autour des choses comme ça, il faut anticiper déjà plus d'un an à l'avance pour être sûr que le développement soit fait, et ainsi de suite. Là, c'est beaucoup plus simple, en fait, on se priorise, on se gère entre nous, ça marche très très bien parce qu'effectivement on est une petite équipe de 15 personnes aujourd'hui, et on a 5 devs en tout cas sur le produit, 4 personnes au niveau commercial, et voilà, on est 3-4 personnes on va dire, au niveau produit, je ne plus dedans. Donc c'est assez facile de justement faire la priorisation entre nous. Il y a eu aussi un des avantages, c'est que des fois on accepte de ne pas charger la to-do list. Donc les devs ont du temps aussi pour eux, ont du temps pour améliorer les socles techniques. Et ça, finalement, on se retrouve beaucoup, puisque en 3 ans, on a tout craché du socle technique, on a redéveloppé le CMS maison, on peut lancer des nouveaux produits assez facilement. Donc le process, nous a permis de vraiment accélérer. Et aujourd'hui, on a des approches vraiment test and learn sur beaucoup de leviers, où on a une idée, on crée la demande, on sait qu'à peu près 2 jours après, si c'est un petit besoin, on est en prod. Si c'est quelque chose un petit peu plus lourd, bon, ça va être la semaine prochaine. Et si vraiment on a un gros projet ou ce genre de choses, bon, voilà, c'est une histoire de 15 jours. Là, on va peut-être se réunir, on va faire un petit kick-off en amont pour expliquer un petit peu le projet. On va mettre 3 devs dessus, mais généralement, ça va arriver rapidement en prod. Une des notions en fait, qu'on oublie assez souvent, qui est à la fois des fois trop simple et à la fois compliquée, la web perf. Même si on a un site de code promo, même si on a un site qui fournit que du contenu, quand on parle de web perf, bon, certains vont dire oui, ils sont sous WordPress, pardon, c'est assez simple, il existe un plugin, on met 3 plugins, et en effet, c'est vrai, vous pouvez avoir des bons résultats. Aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même nous, pour un site de code promo où on est quasiment statique, on fournit juste du contenu texte, on a enlevé tout ce qui sert là, c'est sûr que sur nos leviers code promo, là on n'a pas de pub, on n'a pas de choses comme ça, on est très, très conversion. On se bat sur du mobile, on se bat vraiment sur la perf. La web perf est un des leviers qui a été annoncé par Google, en tout cas en juillet l'année dernière, ce qui est pour moi pas forcément le point important. Le point important à prendre en compte, c'est au mois d'août, quand Google commence à intégrer les critères de web perf dans Google Ads. Là, on peut se dire que la web perf commence à avoir un intérêt pour Google. Google, il ne faut quand même pas oublier que c'est la plus grosse régie publicitaire globalement au monde. Tout le monde va définir Google aujourd'hui comme un moteur de recherche. 80% de son business, c'est AdWords. Hein. Vu ce qu'il y a des sous, c'est avec AdWords. Donc, quand il met des choses dans AdWords, c'est cœur de cible. Pour lui, c'est son business. Donc, clairement, il arrive plein de bugs dans les pages de résultats de Google en SEO. Il y en a très peu en AdWords. Quand il y en a en AdWords, il les répare très longtemps. Donc, la web perf, c'est pareil. On a pu faire des cycles d'amélioration continue. Et voilà, un petit exemple en tout cas chez nous, on était déjà relativement bon, on était sur une page qui se chargeait au global en moins de 3 secondes, on est passé à 1 seconde et demie. Bon, on a eu un taux de rebond qui a augmenté de 25%, on a eu globalement en interne nos taux de conversion qui ont monté de 12%. Quand nous on était sur des leviers très chauds où il faut sortir la carte bleue très rapidement pour l'internaute qui vient chez nous qui est sur un code promo, 10% de taux de conversion en plus, c'est quasiment 10% de CA en plus tout de suite pour nous, c'est très linéaire. Donc dans un modèle e-commerce, c'est encore plus vrai, la web perf ne pas négliger, c'est vraiment quelque chose qui se prête bien en fait à une méthodologie Kanban, parce qu'on peut vraiment faire de l'amélioration continue, il existe plein d'outils dessus, le seul critère à avoir, c'est vraiment se challenger, avoir des KPI à suivre, en tout cas dans le temps. Donc j'en reviens un petit peu encore une fois au process. Certes, aujourd'hui, on est sur un mode Kanban, en micro-tâches, c'est bien, chacun fait ses petites évolutions. Maintenant, on perd un peu d'humain dans l'histoire.
C'est-à-dire que là, tout le monde est dans son coin, fait ses petites demandes à peu près quand il en a besoin, il sait que ça arrive en prod, mais globalement, on s'est rendu compte qu'en fait, même si on n'est pas beaucoup, on perd le cadre commun. Savoir réellement où on va aller dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc on a introduit une autre méthodologie, en tout cas par au-dessus, qui s'appelle une méthodologie des OKR, Objectif Key Result, qui est en fait une méthodologie qui est, semble-t-il, utilisée et trouvée par beaucoup d'acteurs très connus, start-up et licorne, et ainsi de suite, chez Netflix, chez Slack, chez Google, et ainsi de suite, qui revient en tout cas de ce constat, qui ont tous fait à peu près les mêmes démarches, à peu près comme nous, d'avoir du Scrum, du Kanban, et ainsi de suite, et de remettre un petit peu d'humain. Donc nous, on a une stratégie, en tout cas, où on va se réunir à une certaine période donnée, trimestrielle, quadrimestre, où toute l'équipe autour de la table va décider globalement de 3 objectifs. C'est générique, hein, d'augmenter le CA, d'augmenter les visites, tout ce genre de choses, là on ne chiffre pas, d'améliorer la qualité. Et en plus, ce qui est assez important, c'est de mettre des key results, que là, pour le coup, on s'impose à avoir des choses qui sont des indicateurs chiffrés, sur lesquels on va se challenger. Et on peut même introduire un 3e levier sur des initiatives pour n'importe qui a envie de donner une idée, on peut la tester. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est en parallèle de ce qu'on fait au quotidien, mais qui nous permet de nous cadrer globalement à 3 mois, 6 mois, 9 mois, savoir à peu près où on veut aller. Un des avantages et un essentiel en tout cas de cette stratégie, c'est de tout monitorer. Là, je vous présente effectivement notre équation en tout cas pour apporter de la rentabilité. Notre chiffre d'affaires, nous en tout cas, on est une affiliation e-commerce. Donc déjà, notre premier cœur d'activité, c'est le SEO. Donc 90% de notre audience, c'est les SEO. On va se challenger sur notre taux de clic qui est en interne. On a le taux de transfo qui va être chez le marchand. Clairement, plus son panier moyen, plus sa commission moyenne qu'on peut avoir, plus ses taux d'annulation. À côté de ça, il y a différentes actions et nous, on a effectivement matérialisé. Quand on fait nos OKR, en fait, à certains moments, à certaines périodes, on va décider d'appuyer plus sur un levier plus qu'un autre, toujours piloté à la fin par la croissance en tout cas du CA. Je pense que ça c'est un levier assez classique, une équation assez classique au niveau du e-commerce, mais quand on matérialise comme ça, on se rend compte de tous les leviers qu'on peut avoir. Nous typiquement, on a essayé de remettre un peu d'humain, de remettre du social, de refaire ce genre de choses. On a essayé, ça ne marche pas. Mais donc, il y a certaines choses où on peut s'autoriser à essayer de donner des initiatives, mais on a un cadre commun. Donc je pense que tout le monde doit s'imposer à essayer de tout monitorer, et quand vous êtes dans cette logique objectif qui résulte, il faut des résultats qui sont chiffrables. Et du point de vue SEO, là c'est avec un outil tiers, en tout cas, de petites slides, où il y a 3 ans, on pouvait être considéré sur le 3e du marché, avec des concurrents moyens, comme je disais, il y a 3 ans. Aujourd'hui, la même comparaison, en tout cas, début janvier de cette année, avec des concurrents beaucoup plus forts, montrer qu'on peut être leader de notre marché. La rentabilité s'est ressentie. Un site comme radar.com, en 3 ans, on a tout multiplié par 5, que ce soit le chiffre d'affaires, la rentabilité, et ainsi de suite, avec cette philosophie, cette méthodologie. Et quand on revient en fait à notre postulat, en tout cas de départ qu'on a pu faire il y a 3 ans, l'équipe, l'équipe est stable depuis 3 ans et demi, on est une petite équipe, donc tout se passe très bien. C'est le nerf de la guerre, hein. Quand on est de toute façon aussi start-up, on a besoin de travailler avec des gens sur lesquels on a confiance, sur lesquels on croit, donc c'est un des leviers assez importants. On peut considérer qu'on est libre parce qu'on a quasiment passé, on a supprimé tout ce qui servait à rien. On a justement géré nos coûts comme ça, parce qu'on ne pouvait pas non plus investir complètement. Je rappelle qu'on est dans un gros groupe qui est en bourse, qui est en bourse, qui s'attend à ce qu'on ait une certaine rentabilité. On a fait de la croissance, on a essayé de faire de l'innovation. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure, mais on a été freiné un peu à cause de la RGPD et ainsi de suite. Mais on a quand même eu un bon levier. Voilà. Merci Alexandre. On va passer aux questions. Pas de questions? Ah si. Merci, c'était très intéressant. En tout cas, pour l'introduction. Ma question avait sur les nouvelles pratiques qui vont émerger, surtout sur le SEO. Aujourd'hui, ce sera la pratique du vocal. Donc, on va arriver de plus en plus à l'assistant de son, et aujourd'hui, il faut bien organiser le site internet. Et lui, forcément, tout ce qui est arborescence aussi. Sur la site que vous allez alléger pour pratiquer le livre, comment est-ce que vous allez prendre le virage justement du vocal? Alors, le vocal, effectivement, on y réfléchit, on a des idées. Alors aujourd'hui, on a
Déjà, du point de vue purement Google, aujourd'hui, on voit qu'on apparaît dans ce qu'on appelle les features S5 dans Google, donc au-dessus des ce qu'on appelle aussi position 0 en SEO. Globalement, quand vous faites une recherche vocale à Google, il va lire cet emplacement. Donc déjà, on est très identifié à cet emplacement, donc ce qui démontre en fait, que déjà, pour cette orientation vocale, on plaît à Google. Par contre, le business model, c'est compliqué par rapport au vocal, parce qu'aujourd'hui, c'est basé sur un cookie. Et le cookie en vocal, bah, c'est compliqué. Donc, pour en revenir à la partie, je disais, on va faire de l'innovation ainsi de suite, on est conscient qu'effectivement, la technologie cookie est un vrai problème. Certains navigateurs bloquent à 24 heures. Et voilà, donc on a essayé d'innover, d'avoir une plateforme chez nous qu'on a créée pour avoir des codes promo dynamiques. En fait, on va par exemple se baser sur le code promo utilisé et puis sur le cookie, pour générer des choses comme ça. Donc là, vraiment pour répondre à notre problème de business model. Maintenant, là-dessus, par rapport au vocal, je pense que nous, clairement, on risque d'en pâtir. Parce que clairement, à moins d'ouvrir notre API et de donner l'information directement à Google qui va pouvoir en donner directement à l'internaute, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, on ne peut pas donner notre promo ou des choses comme ça en clair. Donc, il y a un moteur de recherche qui s'appelle DuckDuckGo, par exemple, qui est une API pour les codes promo, pour ce genre de choses. Donc, lui, il va déjà donner des réponses, mais c'est des réponses qui sont claires. Donc, ouais, la réponse au vocal, aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment trouvé l'usage. On est bien mis en avant, mais on doit quand même protéger un petit peu nos contenus, nos ateliers. Donc, la visibilité, la voir, c'est très bien. On a d'autres sites dans la maison sur lesquels j'ai aussi beaucoup travaillé sur les recettes de cuisine. On a un site qui s'appelle cuisineaz.com. On a beaucoup de position 0, donc là c'est pareil. Vous avez des recettes de crêpes, un truc comme ça. Google, c'est très bien, il va vous mettre les ingrédients assez facilement en position 0. Bon, c'est très bien. L'internaute va être content s'il cherche que les ingrédients. Google a donné la réponse, mais nous, je n'ai pas d'argent. Et bref, une initiation qui se fait là. Une autre question, peut-être? Moi j'ai une question plus généraliste. Si on a un site internet mais qu'on n'a pas forcément une grosse équipe derrière nous, qu'on n'a pas de développeurs, à petite échelle, quelles sont par exemple les 5 meilleures pratiques à mettre en place pour augmenter son référencement à l'heure actuelle? Alors, avant de monter sur le référencement, je pense qu'il faut aussi regarder là où tu gagnes de l'argent. C'est déjà là-dessus qu'il faut en priorité travailler. On ne fait pas ça pour juste générer de l'audience, on peut générer de l'argent. Aujourd'hui, nous, sur des gros sites, la stratégie, c'est d'enlever tout ce qui est polluant. Donc c'est clair, sur un gros site, c'est faisable. Sur un petit site, forcément, si on a un petit catalogue, bon, ok, même si on a un produit, si on commence à en enlever, en fait, ça ne sert à rien à ce niveau-là. Les pratiques SEO, sans budget, malheureusement, ça reste très très compliqué. Alors si tu as des niches, du local ou ce genre de choses, vraiment se spécialiser sur la long tail, parce que c'est là que tu vas pouvoir te différencier. J'en revenais, voilà, il faut trouver une approche un peu différente. Chercher voilà, en vocal, tout ce qui peut, les gens peuvent chercher sur ton site en vocal, c'est donc des questions, il faut que tu sois capable d'y répondre, ou là peut-être tu vas te différencier, et là peut-être pour ton coup, profiter du vocal parce que tu auras une visibilité que tu n'auras peut-être pas eu sinon, parce que te battre pour la première page sur SEO va peut-être être compliqué, par contre tu peux peut-être arriver dans la première page, et là du coup tu peux profiter du vocal demain pour avoir des gens chez toi. Mais après, voilà, il n'y a pas de magie. Le SEO, tout le monde dit c'est un levier gratuit, beaucoup le pensent ou le disent. Non, il y a des gens qui travaillent en interne, on a des budgets contenu, on a des budgets clicking, techniques, et ainsi de suite. C'est un levier qui est très rentable, il n'y a pas de souci, parce qu'il est très qualifié. AdWords, c'est encore mieux, mais du coup, AdWords, on a beaucoup d'audience. Donc là, c'est très Oui, bonjour. J'ai une question. Vous dites que votre site était moche. Mais est-ce que s'il était joli, il ne marcherait pas moins bien? Alors ça, c'est le débat qu'on peut avoir avec le bon point et ainsi de suite. Hein. Je pense que il doit répondre à un service efficacement. Après, voilà, la couleur, la beauté, même le nom, radar.com, c'est pas vendeur. On est tout à fait d'accord. Ça dépend. Ça dépend pour qui, mais si je cherchais du premium, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Mais par exemple, si c'est Disco qui est un site super design, les gens penseraient que je peux augmenter. Oui, non, mais après, il y a ce positionnement de produit. Nous, on a pris cette approche en disant on va essayer d'être cheap justement pour rester là-dessus. Nous, on a essayé quand même d'être dans l'air du temps, d'avoir des choses qui répondent très bien. Donc, quand je dis il était moche, oui, il était moche. Bon, la fourmi, effectivement, le logo n'était pas terrible non plus, mais on était surtout un forum plus qu'un site en tant que tel. Maintenant, oui, le design n'est pas discriminant. Il y a beaucoup de sites qui sont moches, qui peuvent très bien réussir. Je pense que par contre, il vaut mieux qu'il soit rapide, qu'il réponde bien, avant d'être très joli.
Vous avez expliqué que vous avez désingué du jour au lendemain votre forum avec X milliers de pages. Avant de prendre cette décision radicale, est-ce que vous avez tenté d'exploiter cette vague, de dire ce que faire et échouer, et quel retour d'expérience vous avez là-dessus? En fait, on a regardé l'audience qui était dessus, on a regardé les thématiques qui étaient parlées, et sur beaucoup de forums, effectivement, voilà, des sujets, ça parlait de voyance, ça parlait d'horoscope, qui les gens riches. Donc clairement, c'est des choses qu'on a décidé d'enlever. On a regardé comment les monétiser, bah voilà, sur un forum, on va monétiser de la pub. Et finalement, on a beaucoup de gens qui pouvaient se plaindre à droite et à gauche. Certaines pages pouvaient aussi rentrer en conflit quand on a décidé de partir sur des codes promo. Les codes promo, c'est nous qui les soupçons avec les petits commerçants et ainsi de suite. Mais on avait aussi des particuliers qui pouvaient proposer des petits sur le forum. Donc ça peut aussi des fois porter préjudice en fait, du point de vue de Google, lequel il va prendre en compte et ainsi de suite. Donc non, on a vraiment eu un parti pris de vraiment où on est certain de gagner de l'argent ou d'être en croissance, c'est là où on n'en gagne pas. Et en réalité, on fait beaucoup, voilà, on génère beaucoup de pages vues comme beaucoup de forums. Et voilà, aujourd'hui, de façon très rationnelle, on a coupé les choses. Du même point de vue, en fait, on avait une équipe de contenu il y a 3 ans, on avait 3 personnes qui généraient du contenu en interne. Dans notre levier aujourd'hui, dans le parti pris qu'on a fait, on n'a plus de personnes de contenu en interne. Tout a été vraiment piloté par aujourd'hui notre accès à la rentabilité. On a des KPI à peu près à chaque levier. Et on sait ce qui nous rapporte ou ce qui ne nous rapporte pas. Donc on a eu vraiment cette approche très lean. Donc oui, ça peut faire peur d'enlever 400 000 pages. Aujourd'hui, on est passé de 600 000 à 3 000. C'est pas très bien. Bonjour, merci pour sa présentation. J'ai vu un petit message subliminal dans ta présentation sur lequel tu n'as pas relevé. C'est une efficace synthèse ici. Tu as dit cloaking is not a crime. Oui. Donc qu'est-ce que tu fais en termes de cloaking? Qu'est-ce que tu t'autorises à faire? Alors, le cloaking est effectivement un grand débat qu'on peut avoir. Ma logique, en fait, le cloaking peut être, je ne le conseille pas ni quoi que ce soit, le cloaking en fait peut être une solution pour le SEO, pour satisfaire à la fois son équipe marketing et satisfaire Google. Je parlais par exemple d'un méga menu. Si chez vous, le méga menu il est utile, il est traqué, les internautes l'utilisent, faut faire en sorte qu'il soit présent, on est d'accord. Par contre, on sait que du point de vue SEO, ça peut être très mauvais. Alors voilà, il y a des solutions techniques pour le faire. Pareil du cloaking, caché à Google. Là, quand on joue sur de la navigation comme ça, je pense que voilà, c'est assez léger, il n'y a pas de souci. Enlever 2-3 emplacements, c'est pas un problème. Faire du courage de mots-clés, de contenu, effectivement, je ne vous conseillerais pas. Maintenant, voilà, jouer sur de l'ergonomie, il suffit de regarder en mobile pour regarder ce qui est visible en mobile. Globalement, ce qui est visible en mobile, c'est ce qui est essentiel. Donc c'est ce que va regarder Google aussi en priorité. Ce qui est beaucoup plus caché va avoir un peu moins d'importance. Donc là, il y a des méga menus, donc voilà, des solutions, ça va aller dans le cloaking directement, mais de offusquer les liens, de ne pas les rendre présents, les charger en désynchronisé, par exemple. Vous avez le menu principal, vous êtes en puériculture, vous allez charger votre menu principal, et puis 2 secondes après, vous allez charger les autres éléments, parce qu'en 2 secondes, la personne elle va appeler sur les autres. Le Google, lui, il va regarder juste le code source, il ne va pas changer le reste. Voilà. Donc on peut s'autoriser, en fait, toujours avec la logique de conversion. Et le SEO, en fait, ne doit pas non plus te fermer les yeux sur ce qu'il doit faire, parce que son netlinking interne doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il faut qu'il s'adapte, en fait. Il y a des solutions techniques, il faut qu'il s'adapte en tout cas au point de vue. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs méthodologies de mise en place d'affilée. Combien de temps il y a eu entre l'implémentation de méthode et quels ont été les freins, notamment de tes équipes en fait, Alors en fait, on a eu très peu de freins, parce que on est quasiment tous arrivés presque en même temps, l'équipe a été renouvelée, très jeune. Et en fait, c'est des briefs communs. On s'est rendu compte ensemble qu'il y avait de la lourdeur sur certains process, de passer de Scrum à Kanban. Justement, ça a allégé les process, ça a changé aussi l'organigramme. Quand, par exemple, on est passé à Scrum ou un truc comme ça, moi je chargeais le backlog parce que j'avais beaucoup de demandes. Donc, si je voulais faire évoluer, on s'est rendu compte que on n'avait pas la capacité d'aide en interne. Donc on a embauché. Finalement, après, on était capable d'avoir beaucoup d'aide. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'aide, mais il faut délivrer et ainsi de suite. Mais finalement, il y a encore une lenteur parce que c'est tous les mois. On est capable de livrer beaucoup, mais on a eu un process qui nous permet de livrer tous les 3 semaines. C'est pour ça qu'on a pivoté en interne, comme ça. Nous, en tout cas, chez nous, on n'a pas de frein, mais encore une fois, on est une petite équipe. On s'entend relativement très bien. C'est assez facile. L'humain aidant, on fait à peu près tout. L'humain est là. Voilà. Et naturellement, tous ceux qui ne sont pas dans ce projet s'excluent un peu et on était sur d'autres projets, on est partis, ils ne sont plus forcément dans l'équipe aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'équipe d'abord. Il y avait une
Ça représente quelle part un peu du CA, l'équipe et l'ensemble du coût SEO? C'est vraiment variable suivant les sites. On peut avoir des gros sites comme Sysplay, par exemple, qui est un de nos plus gros sites. En tout cas, chez nous, on va retrouver tous les clés. Aujourd'hui, c'est une boîte noire pour le SEO. Sinon, de la RJS, on n'a rien fait pour réellement faire du SEO là-dessus. On met juste une balise title. Bah ouais, on a un gros site qui est puissant. Bah, quand on met juste Top Chef dans la balise title, bah, on est premier dans Google sur Top Chef et les gens veulent le mettre. Donc là, le SEO, zéro. Parce que là, c'est la marque. Les gens viennent chercher la marque. Après, le reste de tous les autres sites, radar.com est l'extrême, on est notre acquisition de trafic à 90% SEO. Après, on a des autres secteurs d'activité sur la déco, sur la cuisine, sur ce genre de choses, ou sur l'automobile, où là, on va pouvoir, mais vraiment à la marge, aller retargeter sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais en moyenne, le SEO, c'est 70% sur 60% sur tous nos sites. C'est la moyenne qu'on va avoir à peu près. Oui, bonjour. Oui, madame, bonjour. J'ai une question concernant votre modèle économique. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous pouvez m'expliquer quelle est la part du client final humain, dans quelle mesure vous générez votre site, votre chiffre d'affaires avec l'affiliation des régies. Identifier et quantifier vos clients. Voilà. Ce modèle il est très simple dans l'affiliate marketing. Une personne qui est sur un site e-commerce, il a créé son panier et il est prêt à acheter, il a une petite case code promo. Donc il ouvre un onglet, si on a la chance d'être premier en SEO, en tout cas il vient chez nous. Si on est deuxième, il vend moins bien. Et voilà. En SEO, vous ciblez l'efficacité en termes d'application pas vis-à-vis du client final, humain qui a acheté, c'est ça? Bien sûr, oui, la question est compliquée. En fait, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous n'avez pas fait, pas développé, vous n'avez pas fait d'approche sur l'expérience utilisateur, qui est le truc à la mode aujourd'hui. On va privilégier sur un site internet qui, par exemple, vend des produits tangibles à des utilisateurs humains finaux, l'expérience utilisateur qui est très importante. On n'avait pas parlé, je crois deviner que parce que votre cible est beaucoup plus orienté affiliation, régie et tout ça. Ah non, on a fait de l'affiliation, derrière c'est de la régie, on est un porteur d'affaires, on prend juste un pourcentage du panier. Donc vous ne vendez pas à des humains, c'est ce que je voulais essayer. Ah non, derrière c'est compliqué. Notre acquisition de trafic elle est 90% SEO, donc en fait on a des gens qui sont anonymes quasiment sur notre site. Donc on ne vend pas une communauté d'acheteurs. On essaie de faire une plateforme, on en reparlera peut-être si on parle d'RGPD. On a créé une plateforme, ça s'appelle Sparkcoupon, qui est justement liée sur le targeting de personnes. Où justement l'idée c'est d'utiliser le levier code promo pas pour baisser le panier, mais pour l'augmenter, de faire de l'upselling. Et en fait on a développé cette plateforme, ça s'appelle Sparkcoupon, sauf qu'on a besoin de se positionner sur le site de l'achat pour en fait justement prendre l'expérience utilisateur, savoir combien il a d'articles dans le panier, s'il a 80 € dans son panier, lui générer un code promo dédié uniquement pour lui dire bah, finalement achète pour 100 €, tu auras ce code promo. Ça, on y a pensé quand on faisait disruptif et ainsi de suite, on a eu cette approche. Ça peut être problématique, je ne vais pas faire troller avec ce qui va arriver sur RGPD, c'est qu'il faut se positionner sur le site du marchand. Et donc RGPD nous a fait c'est la solution technique, il faut qu'on l'a aujourd'hui. Une dernière question. Merci beaucoup pour la présentation. Pourquoi ne pas se baser sur... parce que là, il n'y a aucune fidélisation du client. Pourquoi pas faire une plateforme comme Igral, une extension? Alors, Igral est chez nous, on a acheté Igral. Igral nous appartient. Enfin, ouais, parfait. Ça me paraît être une belle conclusion. On les a rachetés, voilà. Merci beaucoup Alexandre.